Niché au cœur du Jardin des Plantes, le Muséum national d'histoire naturelle regroupe plusieurs espaces accessibles au public. Parmi eux, la galerie de paléontologie. Cette science fondée sur l'étude des fossiles étudie l'histoire et l'évolution de la vie depuis son apparition sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Ici, nous nous trouvons dans la galerie de paléontologie, précisément à l'étage des invertébrés fossiles. Toute cette galerie est consacrée à ce type d'organisme. Et devant nous, nous avons la partie qui est spécialement consacrée aux trilobites. Donc ici, vous pouvez voir différents trilobites. Donc pourquoi on appelle ces organismes trilobites? Eh bien, à deux titres. D'une part, dans leur organisation verticale, leur corps se divise en une tête, un thorax et en un pygidium qui représente la queue. Ça fait 3. Et du côté latéral, on a aussi des lobes pleuraux, plus le rachis, une sorte de colonne vertébrale qui fait 3. Donc à deux titres, on a des trilobites, 3 lobes. Les trilobites sont apparus sur Terre il y a 530 millions d'années, au moment de l'explosion cambrienne. Cette période a vu l'apparition des métazoaires, premiers organismes pluricellulaires qui ont marqué un tournant dans l'évolution des formes de vie animales originelles. Les trilobites apparaissent en même temps que d'autres invertébrés et appartiennent au groupe des anthropodes. Cette souche primitive donnera notamment les insectes et crustacés. Les trilobites, les crevettes, les crabes, les langoustes sont des arthropodes. C'est-à-dire qu'ils ont une coquille qui est segmentée et une carapace qui est externe, en petits morceaux. On peut le voir à la poissonnerie quand on les découpe. Ils ont des segments. Et ça, ces segments, est l'indicateur d'une origine phylogénétique commune, c'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun, un ancêtre de type arthropode. Au cours du temps, il y a eu plusieurs phases de diversification de ces arthropodes. Il y en a qui ont donné les trilobites et il y en a qui ont donné d'autres groupes, comme les limules, et puis il y a les crevettes. Et ces organismes-là, finalement, sont des organismes qui sont assez proches des trilobites. Ces invertébrés marins ont prospéré pendant 300 millions d'années. Ils ont disparu brutalement lors de la crise du Permo-Triassique. Il faut savoir que cette crise Permo-Triassique a été une des crises les plus graves que la vie organisée ait connue, puisque, d'après nos calculs, les calculs des paléontologues, les statistiques que l'on fait, eh bien, environ 90% de la vie a disparu, aussi bien dans le domaine marin que dans le domaine continental. Les causes de cette extinction massive, il y a 250 millions d'années, soulèvent plusieurs hypothèses. La plus récente évoque la possible éruption d'un supervolcan en Sibérie. Grâce à l'étude des fossiles, les scientifiques ne cessent de faire des découvertes. La recherche sur les trilobites a notamment redéfini une partie de la théorie de l'évolution. En paléontologie, pendant très longtemps, on a pensé que l'évolution était graduelle. C'est-à-dire que les changements évolutifs se faisaient assez doucement, graduellement, et sans saut brutal. Un paléontologue renommé qui s'appelle Stephen Jay Gould a démontré justement, grâce à des trilobites que l'on appelle phacops, que ces types de trilobites avaient évolué rapidement à partir de petites populations. Et donc, à ce titre, il a remis en question cette théorie qui était que la plupart des fossiles évoluaient de manière graduelle. Les invertébrés ont constitué la toute première forme de vie animale, de la cellule unique à des organismes plus complexes. Ils ont marqué l'histoire de l'évolution des espèces. Les trilobites aujourd'hui disparus témoignent des grandes étapes de la vie sur Terre et illustrent la formidable créativité de la nature. Quittons le monde des fossiles pour retrouver celui des vivants, avec un temps un peu couvert, il est vrai, mais Denis Giroux, ce n'est pas cela qui va nous embêter. Absolument pas. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur du Parc national de la Guadeloupe. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci. Alors, nous avons vu dans notre dossier cette vaste campagne de récolte, parce que c'est de cela qu'il s'agit en fait, eh bien, sert à répertorier les invertébrés pour ce qui sera en quelque sorte un héritage pour les générations futures. Tout cela est bien. Nous avons donc compris qu'il s'agissait en fait d'un intérêt plus que scientifique, mais y a-t-il un intérêt direct ou à moyen terme pour la population ? La recherche est toujours quelque chose qui se fait sur le long terme. Et
disons, les recherches du siècle dernier sont maintenant dans les connaissances quasiment courantes d'aujourd'hui. Donc le fait d'avoir fait cette campagne qui est une référence pour la totalité en fait, des Antilles aujourd'hui nous permet pour le futur, pour la population d'aujourd'hui mais aussi de demain, de pouvoir d'abord contribuer à mieux faire connaître ce monde. Et c'est d'autant plus important que c'est un monde petit. Quand on travaille avec les scolaires, on peut leur parler plus facilement d'oiseaux, de pélicans, de raccoons, de baleines ou de dauphins. On les voit. On les voit. Alors que tout ce monde-là, qui est extrêmement dense, extrêmement important, est quasiment invisible à l'œil nu. Et c'est par des campagnes de recherche comme ça que ça permet d'en parler et de le faire connaître. Alors, le parc national de la Guadeloupe a pour but de préserver le littoral, mais également le domaine marin. Est-ce que cela veut dire que c'est grâce à tout cela que vous êtes en quelque sorte, ou vous avez été plutôt, le bras armé de cette mission ? Alors il y a plusieurs éléments, je pense. Il y a le service scientifique du parc national a monté effectivement la mission avec les relations avec les scientifiques, mais également tout le montage financier, puisqu'il y a à peu près 200 000 € d'aide financière. Ah, tout de même, hein. Tout de même. Mais pratiquement autant, hein. Il y a eu à peu près 150 000 € de contributions en nature d'entreprises, de clubs de plongée qui ont contribué à ce que cette mission se fasse. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la mise en œuvre en un mois de ce que le parc national met en œuvre d'habitude en un an pour la connaissance scientifique du parc terrestre et marin. Donc ça a nécessité une très forte logistique. Tous les plongeurs du parc, plongeurs sous-marins, et tous les bateaux ont participé pendant un mois, quasiment tous les jours. Il fallait regonfler les bouteilles tous les jours, faire sortir les bateaux tous les jours. Donc ça a été une très grosse organisation. Nous avons en Martinique le parc naturel régional. Ici en Guadeloupe, vous êtes parc national. Est-ce que c'est cela qui a justifié l'intérêt de cette mission par le musée d'histoire naturelle ? Peut-être un petit peu par rapport au statut du parc, mais c'est aussi beaucoup par rapport à la nature des territoires concernés, puisque le parc national de Guadeloupe travaille sur les milieux marins depuis plus de 20 ans. Et par ailleurs, le département scientifique, et notamment le département de biologie marine de l'université, est également en Guadeloupe. Et je pense que c'est la conjonction de ces deux synergies qui a permis d'imaginer la mission et de la mettre en œuvre dans cette région. Alors, quelles sont les retombées pour le parc ? Alors pour nous, il y a plusieurs retombées. D'abord, on a acquis un savoir-faire pour l'organisation de missions scientifiques, parce que je peux vous dire que ce n'était pas évident. On a une grande fierté à avoir contribué à ce qui est devenu, qui est en train de devenir la référence pour la connaissance du benthos de la Caraïbe entière. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais également, pour pouvoir ensuite utiliser dans les actions pédagogiques du parc, on travaille à peu près avec 2-3 000 élèves par an, tous les ans, pour faire connaître cette microfaune, et d'autant plus facilement qu'il y a esthétiquement des animaux absolument magnifiques et tout à fait inconnus du grand public et des jeunes en particulier. Alors, Denis Giroux, je vous remercie d'avoir participé à notre magazine. Merci beaucoup. Vous restez encore un petit moment avec nous. Après les fossiles, je vous propose de retrouver les espèces nouvelles qui ont d'ailleurs été trouvées au cours de cette mission. Un sujet de Thomas Turard.